Nous allons maintenant aborder la question de l'héritage. Alors avant d'aller plus loin, on va partir sur la représentation graphique d'une classe. On va introduire la représentation graphique d'une classe qui va nous simplifier la présentation des différents concepts. Pour cela, on va utiliser la notation UML, UML qui est un acronyme anglais qui veut dire Unified Modeling Language. C'est un langage de conception qui veut unifier un petit peu les différentes manières de représenter les classes. Ça fera l'objet d'un cours dédié que M. Luc Fabrès va présenter. Donc l'idée, c'est qu'on va représenter une classe sous forme d'un rectangle composé de 3 zones. Tout en haut, en gras, on a le nom de la classe. Dans la deuxième partie, on a les champs définis par la classe, éventuellement avec leur type. Et dans la troisième partie, on a les méthodes. Exemple de classe, on a la classe prof et la classe élève. La classe prof, elle définit 3 champs, le nom, prénom, la date de naissance et une collection de matières enseignées. Et elle dispose de 5 méthodes: getNomPrénom, qui donne le nom-prénom, setNomPrénom qui permet de le modifier, âge qui va retourner l'âge associé au prof, et ajouter matière, ça permet d'ajouter une matière que le prof va enseigner, et enseigner matière, c'est une méthode qui retourne un booléen, à vrai ou faux, suivant que le prof enseigne la matière en question ou pas. La deuxième classe, donc la classe élève, elle définit 3 champs aussi: nom, prénom, date de naissance et un dictionnaire de notes, donc, qui va associer à chaque matière la note obtenue dans la matière en question par l'élève, et différentes méthodes: getNomPrénom, setNomPrénom, l'âge, ajouter note qui associe à une matière une note donnée, un nombre réel, et la méthode moyenne qui retourne la moyenne de l'élève. Ce qu'on constate, c'est que les deux classes définissent des champs qui sont en commun, et puis elles ont des méthodes aussi en commun. Or, une règle de bonne pratique de développement logiciel, c'est qu'on va écrire un code une et une seule fois. Du coup, si on se retrouve avec ces deux classes-là, il faudra factoriser les doublons, c'est-à-dire les écrire en un seul endroit qui sera partagé entre les deux classes. Et donc, la manière de factoriser ces doublons, ça s'appelle l'héritage. Alors, ce qu'on va faire, on va définir une troisième classe qu'on va baptiser personne, qui va contenir la partie commune des deux autres classes, les parties communes qu'on a vues avant. Et on va lier la classe prof, au moins ce qu'il en reste, à la classe personne, et on va faire la même chose à la classe élève. Cette relation, ça s'appelle la relation d'héritage. Les classes prof et élève sont appelées sous-classes de la classe personne. Elles héritent de la classe personne. Donc j'en arrive au vocabulaire que j'ai entamé. Donc la relation s'appelle héritage. Prof et élève héritent de personne. On dit que prof et élève sont des sous-classes de personne. Et personne, c'est la superclasse de prof et élève. La notation UML permet une représentation compacte des classes, donc on peut juste mettre les noms quand on n'a pas beaucoup de place ou quand on n'a pas besoin du détail. Bon, c'est ce que je vous ai donné en bas, et on retrouve toujours la relation d'héritage. Alors quand on va programmer, quand on va réfléchir à un programme, on va se poser tout de suite la question de dire, bah oui, mais quelle superclasse utiliser? Quand on a déjà écrit du code, comme tout à l'heure dans prof-élève, là au tout début, et je reviens au tout début. Donc on a écrit deux classes, et on a vu qu'il y avait des redondances, et du coup on va extraire ces redondances dans une superclasse commune, là c'est facile. Mais imaginons, je suis dans un autre scénario, où je vais créer une nouvelle classe, et du coup, il faudra que je l'associe à une superclasse existante, et donc la question c'est comment je décide. Donc la réponse, on va essayer de donner quelques indications pour ça, mais donc c'est un choix qui sera guidé par le besoin de réutilisation du code, sachant que c'est quelque chose qui évolue.
au fur et à mesure de la vie du logiciel, du cycle de vie du logiciel. Donc on peut imaginer, suivant les itérations, que les choses bougent. Et si il n'y a rien qui soit évident à un moment donné, il faudra utiliser la classe racine, ou la superclasse racine object, qu'on retrouve dans les différents langages de programmation. Alors, exemple, à titre d'exercice, on va essayer de réfléchir sur des classes qu'on va lier à une superclasse. En l'occurrence, on part d'un système existant, on a une classe personne, on a une classe voiture, et on est en train de définir une nouvelle classe, ou au moins on imagine une nouvelle classe, qui s'appelle conducteur. Du coup, quand on définit une classe, il faudra l'associer à une superclasse. Donc la question se pose, quelle superclasse choisir pour conducteur? Est-ce qu'on prend personne? Est-ce qu'on prend voiture? Donc la manière dont on va trancher cette question, c'est d'imaginer une instance de conducteur. On imagine une variable Jean qui référence un objet créé à partir de la classe conducteur. Et est-ce qu'on peut dire que Jean est une personne? Donc ça, c'est quelque chose qui a priori valide, hein, conceptuellement, dans le domaine sur lequel on travaille, on dit Jean est un conducteur, donc ça c'est tout à fait, ça reste valide. Et on va essayer de faire la même chose avec l'autre classe candidate qui est voiture. Donc est-ce qu'on peut dire Jean est une voiture? La réponse est non. Et du coup, des deux classes à choisir, il faut prendre la classe personne. Donc la bonne superclasse pour conducteur, c'est personne. Comment on définit la superclasse d'une classe? Donc l'exemple avec Faro, donc on va définir la superclasse, donner le nom de la superclasse, subclasse, le nom de la sous-classe qu'on va créer et les champs associés à cette classe qu'on est en train de créer. Notez que la superclasse, on a écrit le nom, l'identifiant tel quel. Pour la sous-classe qu'on est en train de créer, qui n'existe pas encore, on met un dièse. C'est-à-dire que là, on est en train de fournir un symbole dans le monde Smalltalk qui correspond à une chaîne de caractères unique. Donc, imaginons qu'on a créé la classe personne et on veut créer les classes prof et élève. Ben, de la même manière, on va utiliser la même définition, sauf qu'on va remplacer les parties qui nous intéressent. Donc, la superclasse, là, maintenant, c'est personne. Et on va utiliser comme sous-classe, on va créer comme sous-classe prof, avec les champs matière, enfin le champ matière enseigné. Idem, on va créer une nouvelle sous-classe de personnes, avec comme le nom de la nouvelle sous-classe élève, et puis avec comme champ note. Alors le fait d'utiliser l'héritage, on a vu, ça permet de factoriser le code. On va voir exactement à quoi ça correspond, quelles sont les conséquences exactes de cette relation. Donc tout d'abord, les champs sont hérités. Ça veut dire que si je prends la classe personne, qui a les champs nom, prénom, date de naissance, puis j'ai la classe élève qui hérite de la classe personne, si je définis une instance de cette sous-classe élève, disons que ça représente Eric, donc le nom prénom c'est Eric, la date de naissance 29/9/98. Les notes, le champ notes, ça correspond à un dictionnaire, donc qui est ailleurs. Et donc en fait là, ce qu'on constate, c'est que cette nouvelle instance, elle comporte le champ qui a été défini dans la classe élève, mais également les champs définis dans la superclasse. Pour ce qui est des méthodes, on peut appeler les méthodes de la superclasse sur les instances de la sous-classe. Donc, je reprends toujours mon exemple tout à l'heure. J'ai un objet, disons Eric, qui est instance de la classe élève. Je peux appeler bien sûr la méthode moyenne de élève, je peux l'appeler sur Eric, mais je peux également appeler les méthodes définies dans la superclasse, donc
set nom prénom, get nom prénom, âge sur le même objet. Une autre propriété de l'héritage, c'est sa transitivité. Si élève hérite de personne, si la classe élève est sous-classe de la classe personne, sous-classe directe, hein, et élève salarié hérite de élève, donc élève salarié est sous-classe directe de élève, alors élève salarié est sous-classe indirecte de personne, donc elle hérite de personne. Ça veut dire qu'on va retrouver dans les instances d'élèves salariés les champs déclarés dans, bien sûr, élève salarié, dans élève et dans personne, donc toutes les superclasses, et une instance de la classe élève salarié va pouvoir répondre au message correspondant aux méthodes dans élève salarié et personne. Donc on va pouvoir appeler n'importe quelle méthode de la superclasse ou de toutes les superclasses, donc la superclasse de la superclasse et ainsi de suite, hein, sur l'instance de la nouvelle sous-classe élève salarié. Donc exemple, imaginons que j'ai un objet qui correspond à l'élève salarié Maya, donc elle a un nom, prénom, une date de naissance, qui sont des champs définis dans la classe personne. Elle a une note, enfin, ou un dictionnaire de notes qui correspond au champ notes défini dans la classe élève, et bien sûr, elle a un champ salaire qui correspond au champ défini dans sa classe directe, dans sa classe même, élève salarié. De même, pour les méthodes, on peut appeler la méthode getSalaire parce qu'elle est définie dans la classe de l'élève Maya, l'élève salarié Maya, mais on peut également appeler la méthode moyenne définie dans la superclasse élève et les méthodes âge ou getNomPrénom ou les autres qui sont définies dans la classe personne. Maintenant, on va aborder la question de la liaison message-méthode dans le contexte de l'héritage. Donc ça veut dire, on va essayer de répondre à la question quelle méthode exécuter pour un appel donné. Avant de parler de l'impact de l'héritage sur la liaison message-méthode, il faudra qu'on précise ce qu'on entend par message. Méthode, vous savez déjà, mais la notion de message, je pense que c'est un petit peu flou pour vous. Donc le message, c'est un appel de méthode. Mais en fait, l'appel de méthode, c'est un abus de langage. Le vrai terme le plus précis, c'est message, parce qu'un même message peut conduire à l'exécution de deux méthodes différentes. Si on prend l'exemple des afficheurs qu'on a vus en TP. Donc imaginons qu'on a un afficheur graphique, qui est l'objet bleu, là, et un afficheur textuel, qui est l'objet orangé, là. Les deux objets, ils comprennent le message affiché. Donc on peut appeler affiché. Mais l'exécution, la réponse qu'il donne à cet appel, à ce message-là, c'est l'exécution de deux méthodes différentes. Hein. L'objet bleu, il va chercher dans sa classe et trouve la méthode bleue qu'il va exécuter. L'objet orangé, il va chercher dans sa classe afficheur textuel, il va exécuter la méthode en orangé qui écrit du texte. Donc, donc le même message affiché va produire une exécution de deux méthodes différentes parce que le destinataire est différent. La recherche de la méthode à exécuter en fonction d'un message reçu, c'est ce qu'on appelle en anglais méthode lookup. Et donc cette recherche, elle se fait quand un objet reçoit un message, et donc c'est le résultat de cette recherche-là, c'est la liaison entre le message et la méthode. Il s'agit de retrouver la méthode à exécuter en réponse à un message. Cette liaison, elle peut être dynamique, donc ça se fait à l'exécution, lorsqu'on cherche la méthode au moment où on va faire exécuter l'expression qui contient le message. Donc c'est le cas dans JavaScript, dans Smalltalk, dans Java en général, mais il y a un cas particulier,
dans C++, dans le cas des méthodes dites virtuelles, et ainsi de suite. La liaison, donc trouver la méthode à exécuter en réponse à un message, ça peut être statique, ça veut dire c'est fait à la compilation. C'est le cas des méthodes privées dans Java, avec le mot-clé private, de C++ en général. Et puis il y a d'autres cas, mais je ne vais pas me rentrer là-dedans. Quand un objet reçoit un message, il va chercher dans sa classe s'il y a une méthode avec le même sélecteur, avec le même identifiant, le même nom de méthode, la même signature de méthode. Donc c'est ça. S'il ne la trouve pas, il va chercher dans la superclasse directe. S'il ne trouve pas dans la superclasse directe, il va chercher dans la superclasse de la superclasse, puis de la superclasse de la superclasse de la superclasse. Et ainsi, il continue jusqu'à trouver une méthode. S'il trouve la méthode, il va l'exécuter. S'il ne la trouve pas, on va avoir une erreur. Moi, je dis s'il trouve une méthode, il va l'exécuter. En fait, si la liaison message-méthode est faite de manière dynamique, donc à l'exécution, donc là, on arrive au moment de l'exécution. Si la liaison faite à la compilation, dans le code produit, on va écrire la liaison, la méthode à exécuter. Quand on est dans un langage dynamique où la recherche est faite à l'exécution, s'il y a échec de la recherche, on a une erreur qui sort au moment de l'exécution. Si on est dans un langage statique, en fait, la recherche de la méthode se fait à la compilation, et du coup, si on ne la trouve pas, il y a une erreur de compilation. L'exécutable n'est pas produit. Prenons l'exemple d'un appel de méthode, d'un appel de méthode. Donc, je vais voir comment retrouver, à partir d'un message, la méthode à exécuter. Donc, je prends l'exemple de l'appel de méthode age. Donc, l'objet qui est instance de la classe élève va dans un premier temps recevoir le message age. Il va demander à sa classe, est-ce qu'il y a une méthode age là-dedans? La classe va dire non, je ne l'ai pas. Donc il va chercher dans la superclasse, est-ce qu'il y a une méthode age? Oui, il y a une méthode age, donc le code de la méthode age est retourné à l'objet, qui va l'exécuter et puis retourne le résultat. Bon, le schéma là, ça illustre un langage dynamiquement typé, au langage avec liaison dynamique, pardon, pas un langage dynamiquement typé, un langage avec une liaison dynamique, ce qui fait que c'est un langage où c'est au moment où l'objet reçoit le message qu'il y a une recherche dans les superclasses. Autre point, c'est la question de redéfinition. Donc on peut avoir des champs dans la superclasse et on peut vouloir utiliser ces noms-là dans une sous-classe directe ou indirecte. Cette opération-là, elle est interdite. Par contre, on peut définir dans les sous-classes des méthodes qui portent le même nom, la même signature que les méthodes des superclasses. Donc là, dans notre exemple, la classe personne, elle définit le champ nom-prénom. La classe élève, elle définit le champ note. La classe élève salarié, il est interdit d'avoir des champs qui s'appellent note ou nom-prénom. Dans le cas des méthodes, on peut avoir la classe personne qui définit la méthode age, on peut avoir la classe élève qui définit la méthode moyenne, et la classe élève salarié qui va définir sa propre méthode âge et sa propre méthode moyenne. Ça, c'est autorisé. Mais du coup, quand on va redéfinir dans la sous-classe les méthodes particulières, donc en l'occurrence notre cas c'est âge et moyenne, les méthodes des superclasses, elles sont masquées. Parce que si on appelle âge ou moyenne sur une instance de la classe élève salarié, où est-ce qu'il va trouver les méthodes? Il va les trouver directement dans la classe salariée, donc il va les exécuter. Et celles au-dessus ne sont plus accessibles. Donc après une redéfinition, on masque les méthodes. Mais des fois, on a besoin d'utiliser quand même, de réutiliser
les méthodes masquées. Exemple, on a la classe élève salarié qui définit la méthode moyenne, ou qui redéfinit la méthode moyenne, et la manière de redéfinir cette méthode moyenne, c'est de faire le même calcul de moyenne qu'on a dans la classe élève, mais simplement ajouter à la fin un bonus de 1 point. Et puis on retourne la moyenne améliorée. Donc la première étape, c'est un code qu'on a déjà écrit dans la classe élève. Du coup, en bon développeur, on ne veut pas réécrire le même code 2 fois, donc il faut trouver un moyen de réutiliser la méthode moyenne qui est définie dans la classe élève. Comment faire ça? Alors si on essaie d'envoyer le message moyenne à 10, ou à l'objet courant, hein, donc j'utilisais 10, mais ça peut être, suivant les langages, c'est un mot-clé différent, mais bon, c'est 10 qui est couramment utilisé. Ben, si on fait dans la classe élève salarié, on a dans la méthode moyenne de la classe élève salarié, on va faire un appel de moyenne sur 10, on envoie le message moyenne à 10, mais on se retrouve dans une boucle infinie. Parce que quand on envoie un message à l'objet courant, il cherche dans sa classe. Sa classe donc la classe, c'est élève salarié, qui contient déjà une méthode moyenne, qui contient l'appel de moyenne sur 10, et donc on a la boucle infinie. Donc la solution, c'est un envoi de message à super. Donc c'est le mot-clé super. Alors le mot-clé super, en fait c'est une pseudo-variable. Une pseudo-variable, c'est une variable dont la valeur ne peut être affectée, l'affectation se fait automatiquement, donc le développeur ne fait pas l'affectation, mais il utilise cette valeur. Donc le super, c'est une référence de l'objet courant qui est en train d'exécuter la méthode, comme c'est le cas de 10 dans Java ou JavaScript, ou de self dans Smalltalk. Mais cette référence de l'objet courant, elle est dans le contexte de la superclasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on appelle une méthode sur super, quand on envoie un message au super, le début de la recherche se fait dans la superclasse de la classe qui contient l'envoi de message. Donc, contrairement aux appels à 10 ou self, où le début de recherche se fait toujours dans la classe de l'objet destinataire, l'appel sur super, ça commence toujours dans la superclasse de l'endroit où est définie la méthode. Une autre différence avec 10 et self, c'est que super, il est utilisé uniquement pour l'envoi de message, contrairement à 10 ou self qui peut être utilisé comme paramètre d'un message ou comme valeur de retour. Exemple d'utilisation de super. C'est notre problème de calcul de moyenne. On a toujours notre exemple d'élève salarié qui hérite d'élèves qui hérite de personnes. La classe élève, elle définit moyenne, elle définit la méthode moyenne. Je peux m'étendre sur le calcul de la moyenne. Et la classe élève salarié, elle redéfinit la méthode moyenne. Et la redéfinition de la méthode moyenne dans la classe élève salarié, c'est quoi? C'est je fais le même calcul qui est fait dans la classe élève, mais plus 1. Donc je vais faire super.moyenne. Et donc le super.moyenne va appeler cette méthode-là, il va l'exécuter. Et puis le résultat, je le récupère, je fais plus 1. Donc quand j'envoie un message moyenne à une instance de élève salarié, qu'est-ce qui se passe? Je vais trouver la méthode moyenne dans la classe élève salarié, je commence à l'exécuter. La première chose que je trouve dans le code de la méthode moyenne de élève salarié, c'est super.moyenne, qui va appeler la méthode qui se trouve dans la superclasse qui est élève. Je récupère le résultat, je lui ajoute 1 et je le retourne. Maintenant, on va passer à la notion de classe abstraite. Donc, imaginons l'exemple suivant où on va faire un logiciel de dessin
Et dans ce logiciel-là, on a différentes classes. On a la classe triangle qui définit un champ, couleur, des méthodes, position, position de points, sommet, segment, etc. Une classe rectangle qui définit également un champ couleur, des méthodes position, position de points, sommet, segment, dessiné. Vous voyez qu'il y a des choses qui se ressemblent. Les deux classes, elles définissent leurs codes sont quasi identiques, à la différence des méthodes sommet qui retournent des choses différentes. Bien sûr, un triangle a 3 sommets, un rectangle, il y en a 4. Donc, bon, on voit qu'il y a des redondances, hein, on en a parlé, hein, donc le segment dessiné. Donc, ce qu'on va faire, on va définir une superclasse commune. Hein, ça, on l'a vu. Donc, dès qu'il y a redondance, on va penser à une superclasse commune. Donc, on va faire une superclasse qu'on va nommer figure simple. Donc, la classe triangle et la classe rectangle, toutes les deux héritent de cette figure simple et tout ce qui est commun, c'est dans la superclasse. Sauf que, si on regarde la méthode segment, elle a besoin d'utiliser les sommets. En fait, quand on trace une figure simple, on retrouve les segments à partir des sommets. Or, la méthode sommet n'est pas dans la classe figure simple. Du coup, la classe figure simple a une définition incomplète. Si on pouvait créer une instance de cette classe-là, bah cette instance-là ne serait pas utilisable. À ce titre, comme la définition de figure simple est incomplète, la classe figure simple est dite classe abstraite. Elle n'est pas utilisable pour créer des instances. Elle est là juste pour factoriser le code commun à différentes sous-classes. Quand on est dans le monde Pharo, les méthodes qui sont utilisées dans la classe abstraite et qui ne sont pas qu'on ne peut pas définir dans la classe abstraite, ben on va leur donner un corps simple qui contient juste un appel self-subclass responsibility. C'est quelque chose qui indique que la méthode doit être redéfinie dans les sous-classes. Si jamais on arrive par la liaison message-méthode à ces méthodes-là, ben on va retrouver une erreur d'exécution. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des méthodes abstraites? Si on s'était contenté de la définition là, le développeur qui définit la sous-classe, peut-être qu'il va fournir la méthode sommet, peut-être pas, et s'il ne la fournit pas, il va avoir une exception qui dit méthode sommet absente, c'est tout ce que ça veut dire. Par contre, dans ce cas-là, où on a fourni la méthode sommet dans la classe figure simple, et on l'a marqué comme étant méthode abstraite, donc avec un corps qui est self-subclass responsibility, bah du coup, si jamais l'erreur se produit, il va voir que c'est une méthode qui manque. En fait, les outils de développement, ils détectent les méthodes abstraites et puis ils alertent l'utilisateur dans l'environnement de programmation que ces méthodes sont manquantes. Bon, ce qu'on appelle self-subclass responsibility, les méthodes abstraites comme ça, dans d'autres langages, comme Java, c'est les méthodes avec le mot-clé abstract. Donc là, l'exemple de classe et de méthode abstraite en Java. Donc, si je dois faire la classe figure simple en Java, je vais dire, c'est une classe abstraite, donc je vais mettre le mot-clé abstract dans la définition. Et puis devant chacune des méthodes abstraites, je vais ajouter le mot-clé abstract avant la définition de la valeur de retour. Et donc, à la compilation, on a une erreur. Si on essaie de créer une instance de la classe abstraite,
ou si on essaye si la liaison message-méthode tombe sur une méthode abstraite. Maintenant, on va aborder l'héritage multiple. Quand on fait de l'héritage, on peut définir une classe qui n'a pas de superclasse. C'est ce qu'on appelle la classe racine de l'arbre d'héritage. Par exemple, la classe object, dans Java, dans JavaScript, dans d'autres langages, ce sont des classes qui n'ont pas de superclasse. En Pharo, c'est la classe proto-object. Mais on peut avoir des classes qui ont une ou plusieurs superclasses directes. Le cas le plus général, c'est une superclasse directe. C'est l'héritage simple. C'est ce qu'on trouve dans Java, JavaScript, d'autres langages. Dans d'autres langages, on peut avoir plusieurs superclasses directes. C'est ce qu'on appelle l'héritage multiple. Donc c'est le cas dans C++ et dans Pharo, entre autres, hein, il y en a d'autres. Donc exemple d'héritage multiple, imaginons qu'on a une classe voiture, on a une classe avion. Si on veut créer une classe voiture volante, on va réutiliser la classe voiture et la classe avion. Donc ça a du sens de dire, oui, on hérite des deux côtés. Le problème avec l'héritage multiple, ce qui le rend délicat, c'est qu'on peut, par des voies différentes, se retrouver avec des champs qui portent le même nom. On se pose la question, est-ce qu'il faut puisqu'on hérite par deux voies différentes, est-ce qu'il faut les dédoubler ou pas? On peut hériter de méthodes différentes qui ont la même signature, et du coup, quand on va faire la liaison message-méthode, quelle méthode il faut prendre? Celle qu'on hérite par une voie, celle qu'on hérite par l'autre voie? Il peut y en avoir plusieurs, hein, d'ailleurs. On peut avoir plusieurs voies d'héritage, et donc ça peut être plus complexe. Est-ce qu'il faut prendre une, ou est-ce qu'il faut exécuter toutes les méthodes? Est-ce qu'il faut exécuter toutes? Dans quel ordre? Et ça, c'est un problème difficile. On n'a pas de solution automatique satisfaisante. Donc, je vais illustrer les conflits d'héritage à travers un exemple. Imaginons, j'ai la classe personne, qui définit le nom, la date de naissance. J'ai la classe élève, la classe salarié, qui hérite directement de la classe personne. Et puis, je vais définir élève salarié, qui est à la fois élève et à la fois salarié. Donc, il va hériter des deux. Et donc, du coup, on va hériter des champs nom et date de naissance des deux côtés. Comment fait-on? Est-ce qu'on prend deux fois ou pas? Là, intuitivement, on voit bien, hein, là, on sait résoudre ça simplement. Mais dans des cas plus complexes, c'est un peu plus difficile. On peut avoir des arborescences d'héritage plus sophistiquées. Et donc là, comment fait-on? Ou on peut imaginer d'avoir le même nom, les mêmes types de champs qui sont hérités qui sont définis dans deux classes différentes. C'est possible aussi. On peut se demander quelle méthode Printon utiliser. La méthode Printon est définie dans élève, elle est définie dans élève salarié. Si on veut l'utiliser dans élève, elle est définie dans salarié, laquelle on va utiliser dans élève salarié? Problème. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de solution automatique, ou il n'y a pas de solution automatique qui soit satisfaisante tout le temps. C'est ça. Hein. Donc il y a des algorithmes qui permettent de gérer les conflits, mais ça ne marche que dans des configurations particulières. Il y a toujours des configurations où on obtient un comportement qui est surprenant, anormal. Une manière de répondre à ce problème de conflit d'héritage, c'est la notion de trait. Alors le trait, c'est une sorte de classe. Sauf que c'est une classe qui définit des champs et des méthodes, qui peut être composée avec d'autres traits suivant des règles de composition explicites
défini par le développeur en cas de conflit. Donc, donc on fournit au développeur une manière simple de résoudre les conflits. Donc les traits, en fait, vous en avez déjà utilisé un en TP. Donc vous avez utilisé l'afficheur LED ronde et l'afficheur LED carré. Ce sont deux classes différentes, mais qui ont des superclasses différentes, mais ils ont un comportement analogue. Et en fait, ils ont pas mal de code en commun, et le code en commun, il est défini dans un trait. Donc il y a une autre relation d'héritage, en plus de la relation d'héritage classe à classe, il y a la relation entre guillemets d'héritage classe à trait. En fait, on dit une relation d'utilisation, mais bon, c'est pas grave. Donc, dans le cadre de Faro, on va définir un trait comme suit. Donc, on dit que c'est un trait dont le nom est T afficheur LED, hein, c'est celui que j'ai utilisé en TP. Il n'utilise rien, en fait, en gros, il hérite d'aucun autre trait, parce qu'un trait peut hériter d'autres traits, et il est dans le pactage afficheur LED. Après, une fois qu'on a défini un trait, on peut l'utiliser dans des classes. Donc je vais définir ma classe afficheur LED carré, qui hérite d'une superclasse existante, qui peut peut-être, voilà, en l'occurrence on ne définit pas de champ, et ce qui est important, c'est que la définition de classe habituelle qu'on a vue jusqu'à présent a été enrichie avec cette ligne-là, uses, et on met le nom d'un trait, le trait qu'on va utiliser. On peut en avoir plusieurs, d'ailleurs. Bon, là, en l'occurrence, là, je prends l'exemple le plus simple pour illustrer l'utilisation des traits. Et donc, une classe peut avoir enfin 0 ou une superclasse, en l'occurrence, hein, mais on peut avoir 0 ou n traits, autant de traits qu'on veut. Et quand on cherche une méthode à exécuter, on va chercher dans la classe, bien sûr, de l'objet. Si on ne trouve pas, on va chercher dans les traits, dans tous les traits, sachant qu'il y a une solution de gestion de conflit, mais on y reviendra. Et si on ne trouve pas dans les traits, là, on va chercher dans la superclasse. Ça veut dire que les méthodes définies dans les traits peuvent masquer les méthodes qui sont dans la superclasse. Alors, comment on peut définir une classe qui utilise plusieurs traits, qui hérite de plusieurs traits? En fait, on va utiliser pour ça l'opérateur plus. Et donc, je vais prendre la même définition de classe, ma superclasse, subclasse, le nom de ma classe, uses, et puis là, je vais faire le premier trait plus le deuxième trait plus autant de traits qu'on veut. Et donc là, ma classe C, elle est liée, on l'utilise, les deux traits TA et TB, et donc les méthodes M1, M2, M3 qui sont définies dans les traits, on va pouvoir les utiliser dans les instances de C. S'il y a des champs, c'est pareil. On va voir comment on résout les conflits. Imaginons que la classe TA, elle a une méthode M2, et, pas de chance, TB, j'ai dit la classe, mais le trait TA et le trait TB, pas de chance, il a aussi une méthode M2. Donc on a un conflit. Ben, une manière de résoudre le conflit, c'est de dire, enfin c'est le développeur qui va décider, hein, il va voir le contexte, c'est lui, il connaît son contexte. Donc il va pouvoir dire, tiens, pour ma classe C, en fait la méthode M2 de TB, je ne la veux pas. Je veux le reste de TB, mais pas M2. Et donc là, dans sa déclaration, dans sa définition de la classe C, il va dire, j'utilise TA avec TB, mais sans M2. Donc l'opérateur moins, il va faire ça. Il va exclure M2 de TB.
Ça, c'est une... Oui, je vais aller trop vite. Donc là, c'est une première manière. La deuxième manière, c'est on veut utiliser les deux méthodes M2. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, on va faire un alias. On va dire, je veux TB avec une méthode M4 qui, en fait, ce que j'appelle, je renomme M2 en M4. Enfin, renommage, c'est un alias, hein, donc c'est un nouveau nom, une deuxième manière de retrouver la méthode M2, c'est avec le nom M4, mais en fait je supprime M2. Donc c'est comme si j'avais créé, donc symboliquement, j'ai le code de M2 qui est dans TB, mais le code, quand on fait une recherche, si on envoie le message M2 à C, il va trouver le M2 de TA, mais le M2 de TB, il n'est pas visible, il est supprimé. Et quand on envoie le message M4 à une instance de C, mais il va trouver M4 ici, qui est en fait le code de M2, le M2 de TB. Alors, le renommage et la suppression, ce sont des choses qui sont faites dans la définition de la classe C, et donc ils n'ont d'impact ou ils n'ont que sur la classe C. TB peut être utilisé entièrement dans d'autres classes. Donc on peut avoir la méthode M2 de TB qui est directement accessible dans d'autres classes. Troisième manière de résoudre le conflit, c'est de dire, ben oui, je vais définir une nouvelle méthode M2 dans ma classe C qui va masquer les méthodes M2 de TA et TB. Et si jamais je veux utiliser les M2 de TA et le M2 de TB dans la définition de ma nouvelle méthode M2 dans la classe C, ben je vais faire des alias. Donc disons que la méthode M2 de TA, je vais la rebaptiser M5. La méthode M2 de TB, je vais la rebaptiser M4. Et là, si j'appelle, je fais des appels de M4 et de M5, ben je vais appeler le M2 de TA pour M5 et le M4, c'est le M2 de TB. Et en termes d'opérateurs, c'est la même chose qu'on a vu avant. Il faut juste faire attention à mettre des parenthèses aux bons endroits. On va dire, je veux TA avec M5 comme alias de M2, et puis je veux TB avec M4 comme alias de M2. Pas besoin de faire les suppressions, parce que comme on a défini M2 au niveau de C, de facto, ça masque les méthodes M2 de TA et TB. Donc ceux-là ne sont pas visibles, puisqu'il y a le M2 là qui prend le dessus. Alors, une nouveauté qu'on a dans Pharo8, c'est qu'un trait peut introduire des champs, ce qui sont rebaptisés des slots. Donc, dans la définition d'un trait, on peut dire que le trait TA, oui, il hérite d'autres traits, mais ça, c'est pas le propos là, c'est il peut avoir des champs XY. Et donc, je peux avoir une classe C qui hérite de deux traits qui ont les mêmes champs, ou des champs qui portent le même nom. Et donc, on a un conflit. Morale de l'histoire, comment on va résoudre le conflit? Ben, de la même manière qu'on a des méthodes, des opérateurs qui font simplement la résolution de conflits pour les méthodes, on a des opérateurs équivalents pour les champs. Donc si on veut dire je veux TA et le champ Y de TA, je le prends, le champ Y de TB, je l'élimine, ben je vais dire, je vais la classe C, elle va utiliser TA dans sa globalité, et il va prendre TB sans le champ Y. Le moins, ça exclut le champ dans la définition. Et donc si je crée une instance de C, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon instance, elle a trois champs X, Y, Z. Et s'il y a une méthode quelconque qui accède au champ Y, qu'elle vienne de A ou de B, elle va accéder
au champ unique Y. Là encore, comme on l'a vu avant, le Y de TB est caché juste pour C. Si TB est utilisé, si le trait B est utilisé ailleurs dans une autre classe, on va pouvoir accéder au champ Y. Et de la même manière qu'on a de l'alias pour les méthodes, on a de l'alias pour les champs aussi. Et donc là, je peux dire, je vais pouvoir accéder, je vais avoir gardé le champ Y de TA, donc je veux TA dans sa globalité, et je veux pouvoir utiliser TB, mais le champ, dans les méthodes de TB, chaque fois qu'il y a une référence à Y, en fait, je veux qu'elle soit remplacée par une référence à W, qui est en fait le remplaçant d'Y, l'alias de Y. Et ce qui fait que les méthodes qui viennent de TB, s'ils essaient d'accéder à Y, elles vont accéder à W. Si je crée une instance de C, je vais voir qu'elle a 4 champs, X, Y qui viennent de TA, et WZ qui viennent du TB modifié par cette opération. Là encore, l'alias pour la suppression d'Y, c'est quelque chose qui n'a d'impact, un impact local. Ça n'a de valeur que pour C. TB n'est pas modifié. C'était donc la dernière diapo de cette présentation sur l'héritage.